Bonjour tout le monde, donc je me présente comme intitulé dans le début de cette petite vidéo, Jean-François Destenave, je suis le président de la SAS Pianissimo. Non pas que je me prenne au sérieux avec le titre de président, mais c'est juste qu'il faut que je vous explique et que vous énumère un petit peu sous quel statut juridique j'évolue. Et donc quand on est en SAS, le gérant est un président, quand on est en SARL, le gérant est le gérant. Juste ce petit aparté. But de cette vidéo, vous l'avez compris depuis le début, je lance un appel de fonds dans le cadre de mon opération numéro 4 de marchand de biens. Je vais vous expliquer tout ça en détail. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo succincte dans laquelle je vais me présenter, je vais présenter mon parcours, je vais présenter le métier de marchand de biens, comment j'en suis arrivé là, comment je me suis formé, et je vais évidemment vous présenter l'opération numéro 4 dans les grandes lignes, sans rentrer dans le détail du bâtimentaire et du produit. Ça, c'est quelque chose que j'aborderai plus en aparté avec des gens qui me suivront sur ce projet et sur lequel justement je m'attacherai à communiquer intégralement au fur et à mesure de l'avancée du dossier. Voilà, je me présente, Jean-François, 46 ans, marié, sans enfant, je réside à Pau et ma société est immatriculée à Pau. Avant d'arriver à être marchand de biens, donc une société que j'ai créée il y a 18 mois sensiblement, j'ai été pendant 27 ans pompier militaire à Paris, pompier professionnel dans les Landes et une grosse partie à Toulouse, une vingtaine d'années. Très bon souvenir d'ailleurs et je salue mes anciens collègues. Voilà, qui vont voir la vidéo puisque je vais quand même leur partager également. Avant d'en arriver à devenir marchand de biens, c'est tout un cheminement. Pour l'historique, je sors d'une lignée d'artisans, grand-père, père, oncle qui sont artisans dans le domaine du sanitaire, chauffage, plomberie, zinguerie. Donc je ne découvre pas le bâtiment à travers ma formation de marchand de biens, c'est toujours quelque chose qui a été familier pour moi et dans lequel j'ai évolué depuis ma plus tendre jeunesse, on va dire. Donc la partie technique du bâtiment, puisqu'on parle bien d'activité de marchand de biens, donc on va toucher quand même à du bâtimentaire, cette partie-là n'est pas du tout une contrainte pour moi, au contraire. Donc voilà, ça c'est pour l'aparté, pour l'historique. En 2011, j'ai réalisé ma résidence principale dans le 31, secteur un petit peu Luchonnet, Comminges, etc. Un emplacement assez privilégié, bien exposé, une belle vue, une maison assez atypique. Je vous partagerai un ou deux clichés du bien, comme ça vous comprendrez que c'est quand même quelque chose d'atypique que j'ai bien vendu en 2023, qui m'a permis de me reconvertir, de me former, de tenter une nouvelle aventure comme ça se fait de nos jours. Je pense que je ne suis pas un extraterrestre, il y a plein de gens qui y pensent, mais c'est compliqué des fois de franchir le pas. Donc de cette aventure, j'ai fait faire hors d'eau, hors d'air sur un terrain qu'on avait trouvé en pente bien exposé sud, et de là on a tout fait avec ma femme et un petit peu la famille, voilà. Donc voilà, j'en ai retenu des expériences de cette construction, de cette création qu'on peut apparenter en gros à ma première grosse opération de marchand de biens, puisque le bien était atypique, le bien s'est bien vendu et voilà. On va revenir sur ça juste après. En 2011, j'ai également créé une auto-entreprise dans le domaine qui n'a absolument rien à voir dans la désinsectisation, dératisation. Donc, aucun rapport avec le marchand de biens, bien que des fois ce soit utile pour découvrir des fois de la mérule, du vrillêtre ou une attaque de capricorne par exemple sur du bois, c'est très utile, mais c'est surtout que j'en ai retenu une autre expérience, une très bonne expérience. J'ai su créer une entreprise, j'ai su la gérer, j'ai su développer un réseau, gérer la communication, gérer les clients, gérer la complexité, gérer les problématiques. Chose qui est commune à toutes les entreprises, même une activité de marchand de biens. J'ai fait ça jusqu'en début 2024, j'ai cessé cette entreprise de désinsectisation puisque je n'avais plus le temps concrètement par rapport à mon activité de marchand de biens. 2021, j'ai été démarché par un ami qui est dans l'immobilier et qui a vu que j'avais quand même un attrait pour le bâtiment et puis que j'avais un certain bagou et certaines tchatches qui sont quand même importantes pour la vente immobilière. Donc j'ai franchi le pas en 2021, je suis passé agent commercial en immobilier en parallèle de mon activité de pompier professionnel. Ça a très bien marché, certes les années étaient propices, mais ça a très vite marché la première année, j'avais rentré de mémoire à 47 mandats. Donc je faisais ça un peu assez aisément.
Pourquoi je rentrais les mandats assez aisément? Mais je pense que ça vient essentiellement de ma profession de pompier professionnel. Pourquoi? Parce que cette profession, au-delà de l'empathie et du don de soi, entre guillemets, développe, je trouve, et c'est commun, je pense, à des métiers comme les pompiers, comme les infirmières, développe beaucoup le relationnel. Il faut que les gens dans ces métiers soient capables de s'adapter en 3-4 secondes à des situations parfois joyeuses, parfois tendues, parfois tristes, et du coup ça développe vraiment un mécanisme de communication. On trouve en général des pompiers, des militaires, des infirmières, des tas d'autres métiers, j'en oublie des centaines c'est sûr, mais qui sont capables de communiquer facilement avec toute partie de la population. Et des gens qui bossent individuellement dans leur milieu, devant un bureau, etc., ne développent pas ce réseau et cette facilité de communication avec des mails, avec un téléphone. Voilà, ça j'en ai retenu ce gros point positif qui m'est utile quand même au quotidien. 2023, je vends ma résidence principale pour un changement de vie, pour un changement de région, etc. Et puis c'était le bon moment parce qu'on sentait que l'immobilier était un petit peu compliqué. Et ça s'est très bien vendu au bon moment. Pourquoi? Parce que c'était une maison atypique, encore une fois. Et l'emplacement, la règle numéro 1 dans l'immobilier. Voilà, c'est que ça a concordé avec un petit peu une lassitude de mon métier de pompier. J'aimais beaucoup mon métier, je l'ai aimé jusqu'au bout, je l'ai fait avec professionnalisme jusqu'au bout, mais j'avais besoin d'autre chose, j'avais besoin de vibrer un petit peu plus. Donc, je me suis formé en tant que marchand de biens. Je me suis formé auprès de la MDB Academy, Yoni le marchand de biens. Vous pouvez regarder sur YouTube, il a une chaîne YouTube où il explique pas mal d'opérations de marchand de biens. On n'apprend pas le métier de marchand de biens là, il faut se former. C'est une formation un petit peu coûteuse et un petit peu chronophage on va dire, mais ça englobe beaucoup de choses, du juridique, du commercial, du bâtimentaire, plein de choses. La création de réseau, il y a une branche aussi développement personnel, je n'étais pas du tout là-dedans et pourtant ça apprend beaucoup de choses sur le quotidien, l'organisation et c'était très utile. Et tous les jours d'ailleurs, presque, si j'ai une problématique, je retourne sur ma formation que j'ai en dématérialisé. Et tout est assez complet. On a même créé un groupe, il y a un groupe WhatsApp qu'il a créé, Facebook, excusez-moi, sur lequel on pose toutes nos problématiques et on est quasiment 2000 à avoir été formés, 2000 marchands de biens. Et dès qu'on a une problématique, on a de suite la réponse. Voilà, donc j'ai stoppé mon activité de pompier professionnel en 2023 et je me suis lancé officiellement marchand de biens. En plus de la formation, tant que j'y suis avant que j'oublie, j'ai enchaîné, je faisais partie des 14 premiers certifiés, donc je suis certifié marchand de biens. C'est une certification qui a servi à la MDB Academy pour se faire valider au Calliope et potentiellement je pense qu'il va développer le CPF, ça ne me regarde pas. Mais voilà, cette certification au quotidien ne me sert pas à grand chose, sauf dans le cas comme aujourd'hui. Je me suis certifié, donc ça veut dire que je me suis présenté on va dire, à un examen qui englobait pas mal de choses sur 2 cas concrets. Voilà. C'est avantageux aussi pour aller voir une banque pour démarcher. Parce que tout le monde se dit des fois marchand de biens. Marchand de biens, acheter un bien, le rénover, le revendre. Oui, c'est du marchand de biens. Mais en fait, le marchand de biens, on peut le voir beaucoup plus loin, on peut l'optimiser. En tant que marchand de biens immatriculé en SAS à l'IS, pour mon cas, ça peut être une SAS à l'IR, une SARL, il y a plein de choses, j'ai des frais de notaire réduits. Là où un particulier va avoir des frais de notaire à 8%, grande lignée, grande moyenne, je vais être entre 2 et 3%. Là où le particulier va revendre un bien qu'il a rénové, puisque ce n'est pas sa résidence principale, il va avoir de l'impôt, de la plus-value, pas de l'impôt justement. Donc là, il grève énormément sa marge, puisque là, vous prenez vraiment des grosses plus-values. Dans mon cas, je ne suis juste imposé qu'à l'impôt sur les sociétés lorsque je réalise mon bilan annuel. Donc on va de 12, de 15 à 25% sur le bilan annuel, sur le bénéfice annuel. Voilà, rien à voir. Donc forcément, les marges ne sont pas du tout les mêmes. L'activité concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un marchand de biens? C'est acheter un bien, ça peut être un bien simple, un appartement, une maison, un immeuble. On n'achète pas cher, on revend. Ça a marché au début, ça ne marche plus trop quand on voit la crise de l'immobilier actuellement. J'ai fait ça mes 2 premières opérations. J'ai fait de l'achat-revente sur 2 maisons. Achat, reconfié à une agence immobilière. J'aurais pu le faire, mais je l'ai reconfié. Quel est le but? À travers ça, je développe un réseau. Je donne du travail à une agence, je donne du travail à un agent commercial qui derrière, dès qu'il va rentrer une opération ou quelque chose d'intéressant, va m'appeler. Création du réseau, chose apprise également dans la formation, mais qui s'applique à tous les métiers. Deuxième maison, pareil. Une maison sur laquelle j'avais projeté de faire des travaux. J'ai déménagé entre-temps, je n'ai pas fait ces travaux, j'ai fait de l'achat-revente pur et dur, sans réel gain pour le coup, mais c'était, voilà, elle m'a servi de leçon. Pourquoi cette maison ne m'a
pas rapporté réellement de gains parce que je l'avais acheté trop cher et parce que l'emplacement n'était pas bon. Voilà. Donc après, je suis parti sur de la prospection, prospection, prospection. Développer un réseau, prospection. L'essentiel du métier quand même des fois. Là, j'ai trouvé un endroit où l'immobilier est quand même dynamique, où il y a la possibilité de faire de belles choses. C'est les Pyrénées-Atlantiques. Je suis originaire des Landes, à 40 km d'ici. Je suis venu à Pau. À Pau, en prospectant, je me suis aperçu qu'il y avait un dynamisme, il y avait la ville quand même qui était dynamique, il y a tout à Pau, en fait, je trouve. Pour moi, dans les activités sportives, activités culturelles, et au niveau du business, c'est pas mal. On a Total, avec le gros pôle ingénierie de Total qui se trouve ici. Il y a une grosse base militaire, il y a quand même beaucoup de monde qui gravite, et c'est central par rapport à la région. On est desservi par le train, aéroport, les autoroutes qui vont à droite à gauche, qui croisent. La côte basque est devenue inaccessible comme la côte landaise. Beaucoup de gens se rapatrient un petit peu sur Pau, vivre dans les Pyrénées-Atlantiques, mais se rapprochent plus ou moins de Pau parce que le reste est inaccessible. Donc je pense qu'il y a vraiment un attrait vraiment sur ce coin-là. J'ai visité les biens et une agente immobilière m'a fait visiter un appartement sur lequel je ne me projetais pas du tout au début à travers ses paroles, mais je l'ai visité. Bon, un prix super intéressant, une réno que j'ai gérée de fond en comble pour 420 € du mètre carré et qui est à ce jour en ligne pour être commercialisée avec une marge avoisinant 30 à 35% atteignable, qui va être, je pense, atteignable pour l'instant. J'ai fait un petit pari, je l'ai mis un petit peu plus, ça, je l'ai passé à 42% de marge. Donc voilà, pour tout vous expliquer, j'ai acheté ce T2, 70 000 €. J'ai eu 4 000 et quelques euros de frais de notaire, rénovation comprise, diagnostic, finaux, etc. J'arrive à 100 000 €. Il est reparti à la vente, il est à ce jour publié à 139. Donc voilà, mon but est d'en récupérer 130, 135. Donc une marge de 30-35%, facile à calculer dans ce cas-là. Je me présente à vous dans le cadre de cette quatrième opération. Quatrième opération, c'est la réhabilitation d'une maison médicale où l'emplacement est vraiment très judicieux. Les circonstances de la découverte de ce bien, c'est en cherchant un bien pour mes beaux-parents via un moteur de recherche que j'utilise. Je trouvais ce bien 500 mètres carrés, donc c'est pas un bien où un particulier va se projeter, parce qu'on a quand même de la surface, donc en rénovation ça engendre pas mal de choses, et honnêtement c'est pas un bien fait pour un particulier, c'est un bien pour faire de la division et de la revente. Ça se situe à Larens. Larens, c'est le chef-lieu de la vallée d'Ossau. C'est au pied du col d'Aubisque et du col du Pourtalais. Donc c'est très connu pour ses fromages si on veut. C'est connu également pour la station de ski de Gourette, station de ski d'Artoust. On passe le col du Pourtalais, on a la grosse station espagnole de Formigal. Il y a un attrait forcément par rapport à tous les sports de montagne, très connu pour le vélo, connu pour la randonnée. Il y a vraiment beaucoup de rando à faire sur la vallée d'Ossau. C'est une petite ville qui est en superficie au niveau national, c'est la 3e commune en superficie, puisqu'elle va jusqu'à l'Espagne. C'est une commune qui a déjà 60 et quelques employés municipaux, qui a une piscine, qui a 3-4 restaurants, qui a un cinéma. Voilà, c'est une commune dynamique tout au long de l'année. Et alors j'ai prospecté, j'ai trouvé cette maison médicale qui est décomposée, je vais la présenter un petit peu après, en 3 plateaux, et je crée un 4e plateau avec les combles. Donc je vous présenterai l'existant et je vous présenterai les visuels juste après. Cette maison, elle est située dans Larens, elle bénéficie d'une vue, c'est la vue que vous avez vue là où je vous ai marqué levée de fond, et je vous la représenterai. Donc 500 mètres carrés de plateau, on va dire. Je crée au total 372 mètres carrés habitables. Initialement, je partais sur la création de 6 appartements. En fait, en faisant une annonce test, en faisant de la pré-commercialisation, parce qu'au même titre qu'un promoteur immobilier, le marchand de biens a le droit à faire de la pré-commercialisation. C'est-à-dire, sans être propriétaire du bien, je peux déjà pré-commercialiser, je peux déjà signer des promesses d'achat ou promesses de vente, et dès que je suis propriétaire, j'enchaîne sur du compromis, et je peux enchaîner compromis et réitération dans la foulée. Donc, dans le cadre d'un bien où il n'y a pas de travaux, je peux déjà avoir trouvé mes futurs acquéreurs, je peux signer mon acquisition à moi et on va dire 3, 4, 5 jours après, re-signer, voire dans la foulée si tout est prêt au niveau administratif, une revente. Bon, vous avez compris, dans ce cas-là, je dois faire une démolition intérieure et je crée des appartements, donc ce n'est pas le cas. Pourquoi je suis parti sur une opération comme ça? Je suis parti sur une opération comme ça parce que l'immobilier étant quand même ce qu'il est actuellement, si on ne crée pas de valeur, à mon sens, et ça se vérifie, on garde les biens sur les bras. Il y a beaucoup de biens sur le marché et il y a très peu d'acquéreurs. Voilà. C'est un train, je pense, je sens que la vague est en train de bouger, mais voilà.
Je connais pas mal de marchands de biens, pas mal de promoteurs qui sont figés, qui sont en stand-by, problème de financement, problème d'acquéreur, parce que le promoteur, par exemple, souvent il fait de la VFA. Donc en gros, c'est les futurs acquéreurs qui, par appel de fonds planifié dès le départ, finance le bien. Voilà. Là, je ne suis pas parti dans ce cas-là. J'aurais pu faire de la vire, très compliqué à mettre en place. C'est la vente d'immeubles à rénover. Ça aurait été le même cas. La vire, c'est la même chose dans l'ancien. C'est la même chose que la VFA dans le neuf. Voilà. Je pars plutôt sur un financement classique. Donc, j'ai pré-commercialisé. Pour être transparent au niveau des chiffres, j'ai réitéré ce bien hier. J'ai acheté ce bien. Réitérer, ça veut dire signer l'acte authentique. Je ne le savais pas, madame marchand de biens. Je disais, je vais signer l'acte authentique. Voilà. Donc, c'est réitéré. J'ai réitéré hier, ça veut dire que sur mes propres fonds, j'ai acquis ce bien de 229 000 euros, puisque je vous ai expliqué qu'en tant que marchand de biens, je bénéficie de taux de frais de notaire réduits. J'ai eu 5 750 euros de frais de notaire. Donc, en gros, pour 235 000 euros, j'ai acquis ce bien hier. Voilà. Depuis 6 mois, je suis dessus. J'ai un architecte, on a travaillé sur les plans, j'ai un géomètre, il y a eu un scan du bâtiment, j'ai bloqué sensiblement tous mes artisans. Je suis en attente de réponse, je pense, demain. Au moment où je vous parle, on est le 11 octobre. 10-11 demain, une banque potentiellement qui va me suivre, ça sent très bon, voilà, mais je vous expliquais pourquoi en parallèle je fais cette levée de fonds avec des particuliers. Dans ma pré-commercialisation, j'ai une personne, un couple de personnes âgées qui s'est positionné sur 2 appartements. Donc vu que le projet n'est pas validé encore, je peux modifier. Donc ces personnes font l'acquisition de 2 appartements. Sur mes 6 appartements initiaux, ces personnes me font l'acquisition de... On a signé une offre d'achat contre-signée qui va évoluer sur un compromis courant mois de novembre, rattaché à un cahier des charges, où je reprendrai l'ensemble des spécifications techniques et de tous les détails, même esthétique de l'appartement avec eux. Donc ça verrouille cette offre d'achat. Donc j'ai une offre d'achat à ce jour de 270 000 euros. Vous voyez, pour un bien que j'ai acquis 235, frais de notaire inclus. Donc c'est déjà pas mal. Je pars sur du développement de financement avec une banque spécialisée, comme je vous disais, mais je viens également vers vous pour faire de la levée de fonds. Levée de fonds dans le cadre d'un emprunt obligataire. Je vais vous expliquer tout ça. Qu'est-ce que vous avez à y gagner? Qu'est-ce que j'ai à y gagner? Moi, j'ai à y gagner que l'emprunt obligataire, même si je pars sur une rémunération nette pour vous à 8%, me coûte moins cher que l'emprunt en banque. Les banques, pour les financements de particuliers, vont se baser à des taux aux alentours de 4, 3,75 en ce moment. Dans le cadre de financement de marchands de biens, il faut qu'en un très court laps de temps, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 18 mois, 24 mois, il faut qu'ils gagnent leur argent très rapidement, comme s'ils faisaient un prêt immobilier à un particulier en 15 ans, en 20 ans ou en 25 ans. Donc c'est forcément des taux qui sont supérieurs, où on avoisine plus du 12, 15, voire avec des plateformes de crowdfunding du 18%. Plateforme de crowdfunding, en gros, c'est ce que je viens faire auprès de vous. Ce sont ces fameuses plateformes sur lesquelles vous vous engagez sur des projets qu'on vous présente. On vous présente un lieu, on vous présente une rentabilité et on vous dit, vous investissez de 1 à 2 000, voire 50 000 euros, certains projets, des gros projets de promoteurs. Et ça va être une durée cible de 3 mois, 6 mois, 9 mois, 15 mois, 18 mois. En gros, le temps de faire les travaux et le temps de revendre. Moi, ce que je vous propose, je cherche 350 000 euros de fonds que je vais rémunérer à 8%. Alors, je ne pars pas sur du prorata temporis, en gros sur du 8% annuel proratisé à la durée, en fonction de quand je vous rembourse. Je pars sur du 8% fixe. À ce jour, tous mes artisans sont bloqués. J'ai fait une pré-commercialisation. Donc, si je pars sur du 8% et dans ma tête, je pars sur 10 mois de travaux, sachant que la pré-commercialisation continue, avec mes visuels 3D que je vais faire, je pars potentiellement sur 10 mois de travaux, revente finie. Donc pour vous, évidemment, si on ne part pas sur du prorata temporis, c'est avantageux. Si je pars par exemple sur du 12% annuel, si au bout de 8 mois j'ai vendu, ce n'est pas 12% que vous avez, c'est 8%. Voilà, là je pars sur du 8% fixe. Même si j'avais, dans le meilleur des cas, tout fait en 6 mois, je maintiens et je garantis c'est 8%. Voilà. La durée cible maxi que j'encadre, c'est 18 mois. Je n'ose pas imaginer que je vais l'atteindre, mais je pars sur du 8% garanti dans tous les cas. Comment je sécurise cet investissement? Alors, je ne l'ai pas inventé. J'ai un réseau de marchands de biens avec qui je m'entends très bien et qui a développé cette partie financement. Et donc, je m'appuie sur toute son expérience. Donc, je vais faire un emprunt obligataire. En gros, qu'est-ce que c'est?
C'est un contrat travaillé par un avocat fiscaliste que je signe avec vous. Vos fonds transitent directement via ma société et vous achetez des obligations dans ma société. En quoi déjà ça sécurise votre investissement? C'est que vous êtes rentré directement en créancier dans la société. Si je venais à me planter dans mon projet, si la société venait à faire faillite, vous êtes totalement indiqué en tant que créancier. La société a de la dette envers vous. Alors vous me dites, elle fait faillite la société. Oui, soit, elle fait faillite, il n'y a pas de problème. Par contre, le bien que j'achète a vraiment à ce jour une valeur vénale. Valeur estimée par 2 agences à 290 000 € environ. Donc si je pars sur une levée de fonds, dans tous les cas, tôt ou tard, ce bien restera existant. Je ne démolis pas le bien, je fais juste de la démolition extérieure. Donc la revente de ce bien servira à rembourser les créanciers. Sachant que j'ai également dans la société l'appartement que je vous ai expliqué que je suis en revente, donc ça fait quand même un stock dans la société évalué à plus de 400 000 €. Donc première chose, vous êtes rentré via cet emprunt obligataire dans la société et vous êtes reconnu dans les créanciers. Comment je sécurise secondement ce bien? Ce n'est pas obligatoire mais je le fais. Évidemment toujours pareil avec l'expérience de mon ami, marchand de biens à Mont-de-Marsan. Je prends une garantie d'essai invalidité à hauteur du financement recherché, donc 350 000 €. Et en gros, j'inclus tous mes apporteurs au prorata de ce qu'ils ont investi dans ce projet. Par exemple, vous investissez 100 000 € dans ce projet, je vous rattache en bénéficiaire dans cette garantie d'essai invalidité à hauteur de 100 000 €. Dès que je vous ai remboursé, on refait sans inverse, je vous dégage de ce contrat. Il m'arrive quoi que ce soit en décès ou en invalidité, les 100 000 € que vous avez investis vous seront rétribués également en cas de décès. Voilà. Au-delà de la valeur vénale du bien si la société coule. Mais c'est 2 choses distinctes. Voilà. Donc je préfère mettre 2 sécurités là-dessus. Voilà, je vous ai présenté le projet, je vais vous présenter l'opération de marchand de biens succinctement en photo juste après, avec une petite voix off que je vais arriver à vous faire pour présenter le projet. Quoi dire de plus? Ce projet, c'est, moi je crois plus en la pierre qu'à la finance. Le marchand de biens a une valeur un petit peu sociétale. On refait vivre des vieux bâtiments, on ne part pas sur du neuf. Il y a plein de bâtiments fermés à ce jour. La rénovation est vraiment en plein essor. Le neuf a tendance un petit peu à stagner. Voilà, parce qu'on tend vraiment, vous l'avez remarqué, de moins en moins de terrains constructibles. Le gouvernement ne veut plus de développement permanent de l'habitat, parce que ça implique de créer des réseaux, ça implique plein de choses, et surtout si on part toujours sur du neuf, ces vieux bâtiments qui sont à l'abandon tombent en ruine au final. Donc autant refaire vivre, et c'est un petit peu le cœur de métier du marchand de biens de refaire vivre ça. Tout au long de ces travaux, même à partir de la démolition et du recyclage des déchets, il y a de la revalorisation. Tous les déchets de la démolition partent en centre de recyclage, voilà, c'est la société Ecopol à Pau, bref, tout se recycle et je refais vivre du vieux bâtiment. Donc si je refais vivre, je le refais vivre grâce à vous et vous aussi vous participez à cet effort, voilà, on va dire. J'espère que je n'ai pas été trop long. Si vous souhaitez me suivre sur ce projet, avoir une rémunération de 8% que vous ne trouverez pas forcément partout. Pour la banque, pour avoir du 8%, il va falloir partir sur de l'assurance vie, sur des supports risqués, certains PEA et sur une durée très très longue. Moi, je ne vous propose pas une durée très longue, je pars sur une durée cible maximale de 18 mois, bien que j'espère qu'en 10 mois, tout soit bouclé. Voilà. Pour ceci, je vous invite à prendre contact avec moi. En fin de vidéo, vous avez mes coordonnées. Je vais mettre mon mail, je vais mettre mon téléphone. Vous prenez contact directement avec moi, on se voit en échange. Comment je vois ce projet pour les gens qui vont me suivre et qui vont partir avec moi? Je veux créer vraiment une communication. Je pense que la communication, c'est la base de tout par les temps qui courent. En gros, les gens qui foncent là-dessus, je crée un groupe WhatsApp des investisseurs et au fur et à mesure, je vous tiens au courant de toutes les avancées, des travaux, reportages photos réguliers, petites vidéos sur le site, les avancées en fonction des offres d'achat que j'ai, des compromis signés et je vous tiens informé en permanence des délais. Je ne viens pas vous chercher aujourd'hui pour vous laisser tomber dans la nature. Voilà, je vous remercie de m'accompagner si vous me suivez sur ce premier projet pour lequel je fais un appel de fonds. Le reste, j'étais 100% autonome et mon but, c'est, vu l'investissement que j'y ai mis, c'est que vous aussi, vous soyez content derrière et que vous voyez quand même que vous avez un intérêt derrière pour vous. Et l'intérêt, c'est qu'on puisse faire un partenariat pour la suite, pour d'autres projets, voire s'associer ponctuellement un jour. Voilà, je ne vous embête plus, on se retrouve de suite pour la présentation. A tout de suite.
Avant d'enchaîner sur la Reims, chose promise, chose due, je vous présente la résidence principale que j'ai vendue, puisque j'aime bien démontrer les choses par des actes. Donc voilà, je ne vais pas parler 2 jours, les images parleront d'elles-mêmes. Un bien atypique, un emplacement premium et une vue assez exceptionnelle. Voilà un petit peu les similitudes avec le projet de la Reims que l'on découvre juste après. Bon, me revoilà. On enchaîne sur la présentation succincte de la Reims et ses environnements et sur la présentation du bâtiment existant et les visuels 3D de la suite. Donc, la Reims, c'est situé dans les Pyrénées-Atlantiques comme indiqué dans le Haut-Béarn et c'est le chef-lieu de la vallée d'Ossau. C'est une commune de 1200 habitants qui est, comme je vous l'ai dit, la troisième surface au niveau des communes en française, juste après la commune de Arles et celle des Sainte-Marie-de-la-Mer. Voilà, pour la petite histoire. Une commune qui varie de 500 mètres d'altitude à 2974, une commune dynamique qui comprend une salle de spectacle, on va dire, une piscine, un cinéma, une vie culturelle très bien fournie. Autre attrait que j'avais oublié tout à l'heure, au-delà des activités physiques et sportives, on a l'école comme je vous disais, mais par contre on a également quelque chose de très intéressant pour l'investissement locatif, on a du thermalisme juste au-dessus, à la commune des Eaux Chaudes et également à la commune des Eaux-Bonnes. La commune des Eaux-Bonnes, le thermalisme avait été mis en stand-by un petit peu par rapport à un problème du bâtiment. Et dernièrement, il y a moins de 10 jours dans la presse, c'est annoncé qu'un accord a été trouvé, que la réouverture est prévu pour 2026. Donc quelque chose de très intéressant, quelque chose qui suscite l'éveil chez les investisseurs en quête de rentabilité. Voilà, je vous présente pendant qu'on est en train de discuter quelques clichés de la Reims, ça vous permettra de vous rendre compte. Passons maintenant à l'opération à proprement parler, donc la fameuse maison médicale, hein, qui est située au 55 rue du Port, commune de la Reims. Je vous mets une copie de carte avec une géolocalisation, comme ça vous permet de situer et de bien vous apercevoir qu'on est à proximité immédiate du centre-ville, ce qui est primordial pour des investisseurs ou des futurs acquéreurs d'avoir toutes les commodités à pied. C'est quelque chose de très important dans l'immobilier. Je vous présente ici la façade, côté rue, façade à l'état actuel, voilà, qui va être évidemment transformée par la suite. Je vous présente l'arrière du bâtiment. Et maintenant, je vous mets quelques clichés de l'intérieur. Alors, clichés de l'intérieur à l'état actuel. Donc, c'était une maison médicale, mais il faut imaginer dans ce que vous voyez à l'instant qu'il va y avoir une démolition intérieure, en gros, qui va consister à revenir à l'état brut du bâtiment, c'est-à-dire ramener le plancher redivisible dessus-dessous, ramener les murs de doublage, les murs extérieurs également à l'état brut de parpaing, et tout ceci va être donc retravaillé. Je change donc tout ce qui est menuiserie, isolation, plaquiste intérieur pour le cloisonnement, séparation physique des lots. Il va y avoir les normes incendies à respecter sur les parties communes et entre séparation d'appartements. Nous ne sommes pas concernés par les normes handicapées sur ce bâtiment puisqu'on a un demi-palier avec des hauteurs de 1,20 m. Bon, ça c'est pour la partie technique. Donc on est considéré à un étage. Donc on s'exonère de ces normes handicapées. Ce qui est une bonne nouvelle au niveau financier. Évidemment, pas une bonne nouvelle pour les handicapés. Il y a un ascenseur existant, j'ai oublié de vous le préciser, ascenseur existant, donc ça reste quand même une plus-value pour ce bâtiment. Certes, on a 7-8 marches pour monter, mais après on a un ascenseur qui dessert un petit peu tous les paliers. Voilà pour la présentation du bâtiment à l'état actuel. On passe maintenant à la présentation du projet en lui-même. Donc sur ce bâtiment, évidemment, la structure en elle-même ne change pas. On a toujours le rez-de-jardin qui va donner sur un terrain de 400 mètres carrés environ, sur laquelle il y aura une création de terrasse de 50 mètres carrés et qui jouira 100% de la vue que l'on a vue depuis le début. Donc un appartement de 80 mètres carrés sur le rez-de-jardin. Qu'est-ce qu'on va retrouver également sur le rez-de-jardin? On va retrouver des box, en gros l'équivalent de 3 caves, des caves de 3 à 4 mètres carrés environ pour chaque appartement.
Et pour optimiser un petit peu et apporter une plus-value à ce bâtiment, sur le côté rue, je crée une salle de sport commune. C'est en gros une pièce de 20 mètres carrés, parquet au sol, mur blanc, petite fenêtre qui donne sur la rue. Donc c'est difficilement exploitable cette partie en chambre ou autre. Donc autant créer quelque chose de commun qui apporte une plus-value à la revente. Voilà, donc une salle de sport commune. On va repartir sur le rez-de-chaussée, là où on est rentré. Donc c'est ici que les acquéreurs actuels ont souhaité se positionner sur 2 appartements. Là, nous avons retravaillé le projet initial, qui était de faire un T1 bis de 42 mètres carrés et un T2 bis de 62 mètres carrés de tête, pour n'en faire qu'un seul appartement d'une centaine de mètres carrés. Le projet est retravaillé avec eux. Les futurs investisseurs auront le loisir et le privilège de voir les plans définitifs qui vont arriver dans une dizaine de jours. Sur la droite de l'entrée, il y avait une ancienne salle d'attente. Cette salle d'attente est également transformée en box. Les 3 autres box, en fait les 2 autres box pour les derniers appartements. Cet appartement a également un balcon qui va être créé pour être également sur la vue côté est. Et là, on sera exposition sud-est. Voilà. On monte à l'étage. On arrive sur 2 T2 bis, sensiblement la même conception. Un qui aura la présence d'un balcon également de 8 mètres carrés exposé et vu, et l'autre qui n'aura pas la possibilité, puisqu'il donnera côté rue, il n'y aura que 3 Velux. Forcément, pas la même vue, pas la même conception du fait de l'absence de balcon, donc forcément le prix en sera et en a déjà été calculé en fonction. On monte sous les combles. Les combles, c'était uniquement des combles à l'état actuel. Et de là, j'ai prévu de faire un appartement type loft avec une création d'escalier, prolongement tout simplement de la cage d'escalier existante et création de cet appartement sous les combles avec remplacement du solivage qui était trop léger. Donc tout ça est budgétisé bien évidemment. Appartement de 65 mètres carrés plancher, 50 mètres carrés en loi Carrez. Un grand espace ouvert très sympa avec chambre ouverte, cuisine. Et là, pour la particularité, pas de possibilité de faire de balcon, bien évidemment. Un projet initial aurait été de faire une terrasse tropézienne. Terrasse tropézienne compliquée du fait de l'étanchéité sur un solivage. Donc, je suis passé sur l'option de mettre 2 grands Velux, des Velux par projection qu'on appelle, donc qui se lèvent, qui sont articulés par le haut, tout ça à hauteur de taille, et ça permettra de profiter 100% de la vue avec 2 Velux joints orientés vers la montagne. Voilà pour la présentation, vous avez 2-3 visuels qui ont circulé. Et puis, je vais arrêter de vous embêter, puisque ça va commencer à être un petit peu long cette vidéo, mais au moins je vous ai fait une présentation globale de l'ensemble. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention, si vous en êtes arrivé jusque-là, et de prendre contact avec moi, avec les coordonnées que je vous laisse juste sur la dernière petite diapo, on va dire, qui n'est pas une diapo, parce qu'on n'est plus autant des diapos, mais vous avez mes coordonnées téléphoniques et mail. Je vous invite à me contacter, je vous expliquerai tous les détails, toutes les petites questions, toutes les subtilités du projet, et j'espère que nous allons travailler en partenariat ensemble. Merci pour votre écoute, à bientôt, bye bye.